Selon l'Organisation internationale du travail, le Sénégal est le troisième pays au monde où le taux de chômage est le plus élevé, presque 48% de la population active, malgré bien sûr les démentis du ministère en charge du travail. Toujours est-il qu'un jeune sur deux sont au chômage et la pandémie du Covid-19 vient plonger le pays dans une crise économique sans précédent, traduit par des suppressions d'emplois et un recrutement quasi inexistant. Face à cette situation, de nombreux jeunes se risquent sur le chemin de la Méditerranée, dans des conditions tragiques, parfois inhumaines. D'autres, par contre, restent au pays, se cherchent et se trouvent difficilement dans les métiers de l'auto-emploi. Pour en parler, l'émission Coaching Gagnant va à la rencontre de Moussa Kane, formateur, consultant en développement personnel d'une part, et chef d'entreprise d'autre part. Un jeune à qui il est impossible de dissocier son parcours professionnel en entreprise et sa passion pour l'initiation au métier de ressources humaines. Il orne son CV, force sa notoriété et force le respect. Acteur incontournable du développement durable, il aura l'occasion de revenir sur la transition difficile, compliquée entre étudiants et entrepreneurs et sur leur plateforme intitulée Jambar. Salut chers amis fidèles internautes et téléspectateurs de la RTV, très heureux de vous retrouver pour un nouveau format de votre émission Coaching Gagnant chez la Réalité TV, la chaîne qui vous reflète. Coaching Gagnant, rencontre avec Moussa Kane, après ça. Bonjour à tous, je me présente ici Volcan. Je suis un entrepreneur, consultant et formateur ici au Sénégal, donc aussi parfois à Abidjan et à Bamako. Donc je co-dirige un cabinet qui s'appelle Caméléon Afrique, qui est dans tout ce qui est conseil en stratégie d'entreprise, conseil en communication et en marketing, et qui est aussi dans la mise en place de politiques qui aideraient nos gouvernements dans l'accompagnement sur le plan entrepreneurial et sur le plan de l'emploi. Moi, en tant que formateur, je suis au niveau de quelques grandes écoles du Sénégal. J'ai été aussi à Bamako où je dispensais des formations comme tout ce qui est marketing et communication, tout ce qui est développement personnel et professionnel et tout ce qui est pratique d'entreprise. Parce que nos écoles ont compris maintenant que l'apprenant doit être prêt avant d'aller en entreprise. Donc, d'où l'importance de ces modules de formation que nous dispensons au quotidien et qui, après, nous amènent quand même un rendement assez satisfaisant parce que l'étudiant, même s'il n'est pas totalement prêt, il est quand même alerté sur ce qu'il attend dans l'entreprise. Donc, ces ateliers que nous faisons, je ne les appellerai pas cours, mais c'est des ateliers pratiques qui préparent l'étudiant vraiment à être en entreprise. Donc, c'est le comportement, c'est les valeurs, c'est les cas réels qu'il doit se confronter, donc qui lui sont soumis au quotidien en classe. Et ce n'est même plus une classe, c'est une vraie entreprise où il apprend à venir à l'heure, parce qu'en entreprise on vient à l'heure. Il apprend à respecter ses engagements, parce qu'en entreprise on respecte ses engagements. Il apprend à vous voyez son camarade qui est son ami, parce qu'en entreprise on est tous des collaborateurs, même si on est amis à leur repose. Donc c'est vraiment le mettre dans des situations réelles de l'entreprise. Donc ce sont les formations que je dispense en tant que formateur dans les grandes écoles et des séminaires ou conférences que j'anime par-ci par-là, souvent invité par des associations, par des regroupements ou par des structures en tout cas qui promeuvent l'emploi et l'entrepreneuriat. Le XXe siècle est confronté à plusieurs défis majeurs. Donc il y a déjà le défi de la transition numérique, il y a le défi démographique, il y a le défi de l'emploi. Mais il y a une chose qui est importante que vous avez souligné, c'est ce qu'on appelle la transition apprenant employé ou en tout cas apprenant salarié, peu importe le concept que nous allons utiliser, mais il y a un état qui fait passer à l'autre. Ce qui est compliqué, et c'est compliqué dans toutes les sociétés, que ce soit dans les sociétés du Nord occidental ou en tout cas dans les sociétés du Sud, ceci n'est pas tout le temps réussi par nos États. Parce qu'il y a des prérequis, mais souvent on penserait que ces prérequis ce sont seulement des politiques structurelles, des politiques matérielles. Mais il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle cette transition spirituelle. Un apprenant, pour qu'il puisse être un excellent employé ou un excellent salarié, un excellent employeur aussi, doit savoir qu'il est dans des conditions d'apprentissage, un disciple. Donc, mais dans nos sociétés, on rêve tout le temps de faire moins pour avoir plus. Or, moi, je considère que
l'étudiant qui est à l'école doit savoir se sacrifier. Il y a ce qu'on appelle le prix du sacrifice pour pouvoir demain se targuer de s'asseoir dans un fauteuil et d'être un employeur ou d'être un excellent employé. Mais la formation, parfois, elle est diluée, parfois, elle n'est pas respectée, parfois, elle n'est pas assurée à 100%. Ceci ne relève pas de la faute seulement de l'étudiant, mais aussi de nos universités qui oublient que quand on est universitaire, on n'est plus un lycéen. Donc je pense que les concepts sont assez quand même clairs. Élèves, collégiens, lycéens, étudiants. Donc un étudiant, c'est celui qui doit être apporteur de solutions. C'est celui qui, même pas avoir la panacée, mais doit avoir une réponse quand même à un problème aussi minime soit-il. Maintenant, ce qui fait que sur 100 000 diplômés chaque année, avec un taux d'insertion de 31%, si vous n'êtes pas bon, vous ne serez pas pris. 100 000 diplômés, plus de 100 000 diplômés par an, il y a un taux d'insertion de 31%. Si vous n'êtes pas bon, vous ne serez pas bien, vous ne serez pas employé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être bon? C'est ce que j'appelle les cadres pratiques. Quand on voit nos quantums horaires dans nos universités, peu d'heures sont consacrées à la pratique. Et réellement, on se pose la question, on forme pour qui? La transition ne peut pas être réussie si on ne répond pas à cette question, on forme pour qui? Est-ce qu'on forme pour l'entreprise? Est-ce qu'on forme pour que l'apprenant puisse avoir ce bagage intellectuel et réciter à tout va? Est-ce qu'on forme pour apporter une solution? Maintenant, on ne peut pas soigner un malade sans pour autant lui demander quels sont ses maux. Il n'y a pas un médecin qui prescrirait un traitement sans savoir ce qui se passe chez le patient. Il est important que nos écoles puissent avoir une relation étroite avec les entreprises pour pouvoir réussir ce pari de la transition apprenant-disciple, apprenant-salarié ou apprenant-employé ou même apprenant-entrepreneur. Parce que je pense que c'est les deux finalités de l'apprentissage. C'est soit on est employé dans une entreprise ou soit on est entrepreneur et on y va de son propre chef, de sa propre volonté de changer les choses et de participer à la création de richesses. Voilà. C'est un triptyque qui est important et dans ce triptyque-là, moi je mettrai l'apprenant au centre. Et les trois parties, je mettrai l'entreprise, je mettrai l'université et je mettrai l'État, les pouvoirs publics. C'est important. Pourquoi? Je me dis qu'il n'y a pas longtemps, on a eu quand même un conseil présidentiel sur l'emploi ou en tout cas l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a la floraison des agences qui accompagnent les jeunes dans l'entrepreneuriat et l'emploi. Mais il y a une chose qui est importante. Si l'État n'accompagne pas les entreprises auront du mal à dire à l'école ce que l'on cherche réellement. Moi, je forme pour, par exemple, la petite université qui est à côté, forme pour l'entreprise. Mais si l'État, dans sa politique structurelle, ou en tout cas dans sa politique de développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat, avait mis en place des conditions pour imposer, ou même pas imposer, mais en tout cas des mesures incitatives qui pousseraient l'entreprise à comprendre que si j'emploie un taux fixe d'étudiants par an, peut-être que j'aurai pas des gratifications, mais en tout cas j'aurai certaines facilités, ou en tout cas j'aurai certains retours, en tout cas une reconnaissance vis-à-vis de mon État, que ce soit des facilitations fiscales ou autres, on verrait. Mais en tout cas, ce triptyque, il est important. L'étudiant est au centre de ces trois, mais le Sénégal le réussit bien pour le moment. Et on a vu, il y a beaucoup d'agences qui sont créées, les 3 FPT, ONFP, l'ADER, etc. Mais ceci ne peut être vrai, concret, que si ce triptyque-là est respecté et s'ils sont étroitement liés pour collaborer les uns les autres et vraiment mettre en place les conditions qui pourraient permettre à celui qui est au centre, qu'on appelle l'étudiant, de pouvoir grandir et de renforcer son employabilité ou encore de renforcer ce qu'on appelle sa culture entrepreneuriale. Et la pandémie, c'est ce qu'on appelle un facteur, c'est un facteur en tout cas de trouble exogène qui n'est pas du tout prévu, qui ne pouvait pas être prévu. Mais ceci aussi a montré vraiment les failles de beaucoup d'États, que ce soit les pays africains, que ce soit les pays du Nord. Il y a beaucoup de failles, mais bon, encore que faudrait-il comprendre, essayons d'être indulgents, la faille n'est pas à 100% imputable à nos États. Mais ceci nous montre quoi? C'est que, je parlais tout à l'heure de la transition numérique. La Covid s'est installée, les gens ne pouvaient plus sortir, mais on a vu que du côté des médias, le budget consacré à la communication était beaucoup plus important que durant la phase de non-Covid. Donc ceci montre qu'il fallait en tout cas que nos
États comprennent qu'il faut s'inscrire dans la mouvance du numérique. Ça, c'est un. De deux, il y a cette question de mindset que je dis tout le temps. J'ai dit, vous pouvez être le meilleur footballeur au monde si vous n'avez pas cette mentalité, cette mindset, ou ce que j'appellerais peut-être en Wolof tolluwaay, vous ne pourrez pas percer. Je prends l'exemple de quelques peuples en Afrique. Il y a ce qu'on appelle les Igbo au Nigeria. C'est l'une des classes, en tout cas l'une des civilisations les plus riches au Nigeria. Il se trouve au sud-est du Nigeria. Le Igbo, quand il a un certain âge, il doit aller chez son mentor. Et son mentor le prend durant quelques années et il travaille avec lui sans salaire. Il n'a pas de salaire, il n'a rien. En tout cas, il mange bien, il dort bien et il s'habille bien. Maintenant, quand il finit sa formation, ce qu'on appelle la phase d'incubation, et pourtant, ce n'est pas un peuple très organisé intellectuellement, mais c'est une civilisation quand même qui est une référence, et ce qui fait que l'Institut Harvard, qui est l'une des plus prestigieuses universités du monde, s'est mis, en tout cas, ou s'est mise à étudier le concept, le modèle des Igbo. Donc, durant sa phase d'incubation, il apprend l'entrepreneuriat. Il n'a pas de salaire, il mange bien, il boit bien, il dort bien et il est blanchi. Donc, après sa phase d'incubation, il doit sortir de cette couvée et mettre en place sa propre structure. On lui donne un petit accompagnement et en ce moment, il prend encore des jeunes, 7 jeunes, 8 jeunes, à qui il doit faire passer cette période d'incubation jusqu'au moment où tout s'accélère, où tout se voit. Et le contrat est signé avec celui qu'on appelle le sorcier du clan, ce qui fait que tous les engagements sont respectés, parce qu'en Afrique, quand on parle de sorcier, quand même, c'est assez sérieux. Mais de l'autre côté, on a un autre modèle, ce qu'on appelle vraiment la transition de l'enfance à l'homme. Dans cette civilisation, on devient un vrai homme que quand on a fini de montrer sa récolte. Plus on a une récolte d'igname, plus conséquente, plus on dit que tu es un vrai homme. Et l'autre, c'est que le vrai homme, c'est celui qui a construit sa case, vraiment sa case, pour sortir de chez parents, pour être enfin autonome. Maintenant, c'est une question de mindset. Si le jeune Sénégalais que je suis, si le jeune Sénégalais que nous sommes, pense que la vie est assez facile pour pouvoir se leurrer et tromper les autres, je pense que là, il ne verra pas le bout du tunnel. Donc, c'est une question de mindset qui pourrait vraiment permettre d'être dans l'alerte. Parce que si on avait ce mindset-là, peut-être la Covid, on l'aurait vécu moins douloureusement que comme c'est passé, mais on n'était pas prêt psychologiquement, donc on ne pouvait pas faire face. Donc ce qui a fait qu'il y a beaucoup de le taux de chômage qui est en tout cas un peu à la hausse. Les chiffres de l'entrepreneuriat quand même commencent à un peu altérer ce gap au niveau du chômage, mais c'est encore un phénomène qui est là, qui est visible, mais c'est une question de mindset qu'il faut revoir. Donc Jambar, c'est un concept qui a été conçu par nous, donc mes collaborateurs et moi. Donc c'est une réponse à l'entrepreneuriat et à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous nous sommes dit, nous sommes dans les grandes écoles, en tout cas dans les universités, et nous réfléchissons au développement, mais nous réfléchissons au développement de manière aérienne et aussi de manière parfois trop prétentieux. Donc on s'est dit pourquoi ne pas mettre une plateforme qui regrouperait les jeunes et les femmes qui n'ont pas fait de formation, qui sont peut-être à Kédougou où il y a l'apiculture, qui sont au niveau de Kaolack avec le bassin arachidier, qui sont au niveau du Fouta avec la vallée, etc. De pouvoir réunir ces jeunes et ces femmes et en impulser ce qu'on appelle une culture entrepreneuriale. On ne peut pas entreprendre sans avoir une culture entrepreneuriale. Et ça, peut-être beaucoup me diront c'est faux.
mais je campe quand même sur ma position parce que je donne un exemple qui est très simple. On prend la confrérie des Mourites, par exemple. Donc je parle vraiment d'un aspect économique. Il y a ce qu'on appelle Adiya. Adiya, c'est ce que l'on donne à son marabout parce qu'on espère quelque chose. Dans une famille, quand le jeune il a 5 ans, 6 ans, il est habitué à voir ses grands frères, ses parents donner le Adiya au Khalif général. Donc c'est le Adiya, c'est c'est vraiment une dimension que seule la personne qui donne peut mesurer. Donc il est soumis à ce rituel de Adiya chaque fois. Et ce qui le pousse à ne pas aller voler, ce qui le pousse à ne pas aller mendier, ce qui le pousse à travailler. Donc durant l'approche du Magal, vous voyez que tous les jeunes se lancent dans une activité entrepreneuriale. Tout le monde parce qu'ils veulent donner plus que ce qu'ils ont donné l'année passée. Parce qu'ils espèrent que quand ils donnent plus, ils auront une rétribution beaucoup plus supérieure à ce qu'ils ont donné cette année. Donc ça, c'est une culture entrepreneuriale. Donc tu te lèves, tu te dis, j'ai 10 ans, je commence à aller vendre de petites chaussures pour pouvoir donner mon adieu. Je commence. Donc ça, c'est une culture entrepreneuriale qu'il faut mettre en place. Et de l'autre côté, on a fait la promotion des produits locaux. On ne peut pas se développer avec les choses des autres. On peut se développer que ce que nous avons, avec ce que nous avons plutôt. Et les femmes de Soumbédioune, les vendeurs de chaussures de Ngaï, les artisans de Ngaï, les transformatrices de céréales à Guédiawaye. Donc toutes ces femmes veulent avoir une visibilité. Toutes ces femmes veulent avoir une activité génératrice de revenus. Tous ces jeunes veulent aussi avoir une activité génératrice de revenus. Ce qu'on a fait, c'est mettre en place cette plateforme, inviter les agences de financement ou d'accompagnement des jeunes, inviter les structures qui font la promotion de l'auto-emploi et de l'emploi et leur dire, dans chaque région, nous organisons cette plateforme pour pouvoir appeler les jeunes et les former. L'idée, c'est pas qu'ils reçoivent le financement, l'idée c'est qu'ils se réveillent. Il faut un réveil quand même populaire pour qu'ils comprennent il faut prendre le destin en main. Et que ces grands milliardaires que nous voyons au Sénégal, que nous envions et en Afrique de l'Ouest, c'est des gens qui ont commencé petits. Il faut commencer à la base. Et ça, nous, dans nos premières expériences Diambar, nous avons aidé des étudiants qui ont commencé au bas de l'échelle et là qui sont en train en tout cas de voir le bout du tunnel, même s'ils ne sont pas milliardaires, c'est des jeunes qui sont autonomes financièrement et qui ont en tout cas un réseau assez élargi pour pouvoir aller de l'avant. Il y a un complexe vraiment d'infériorité que nous, Africains, avons développé à l'endroit des produits du Nord. Et le constat nous montre que maintenant, c'est l'effet inverse parce que c'est eux qui viennent prendre chez nous. Mais sauf que nul n'est prophète chez soi, nous, on ne maîtrise pas, en tout cas la valeur de nos produits, parfois on sous-estime cette valeur-là. Quand vous portez les chaussures de Ngaï, vous allez voir vos amis, en tout cas dans les quartiers urbains. Moi, je suis de la banlieue, fier d'être banlieusard. Vous portez une chaussure faite par des artisans de Ngaï, allez vous promener à Mermoz, on vous dira, vous l'avez acheté dans quelle boutique. Et si vous leur dites que c'est l'artisan qui est dans votre quartier, ou c'est l'artisan qui a quelques kilomètres, des centaines de kilomètres de Dakar, qui a fabriqué ces chaussures, ils ne vous croiront pas. Donc, il faut cette fierté nationale de pouvoir prendre les produits de notre terroir. Aujourd'hui, vous êtes très bien habillé, c'est un tailleur local qui a fait cet habit-là. Donc demain, là, on voit que même nos gouvernements, maintenant nos gouvernants commencent à s'habiller localement, même si on sait que les chaussures sont importées, il n'y a pas de souci. Mais de façon, quand on voit que 70% quand même de l'habillement vient d'ici, on est un peu satisfait. Maintenant, ce qu'on peut faire pour impulser cette dynamique dans les collectivités, dans les communes, comme Parcelles Assainies, c'est de regrouper les femmes, regrouper les jeunes et leur dire: vous avez une foire commerciale qui va durer 7 jours. On ne veut pas voir de produits qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est important. On a déjà une foire avec des produits, mais il y a l'autre qui est plus important, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. C'est que chaque jeune puisse sensibiliser 10 jeunes sur l'importance et la qualité des produits de notre terroir. Beaucoup de scandales se sont produits dans nos sociétés, des scandales commerciaux, peut-être des produits périmés qu'on n'a pas pu utiliser, mais nos enfants, même la nourrice, elle utilise les produits de notre terroir, les céréales.
parce qu'on dit que ça accélère la croissance. Et jusqu'à présent, en tout cas, on utilise des produits comme Nercy et tout, mais moi, je n'ai pas vu un produit aussi efficace et aussi complet que, je ne fais pas de la publicité, mais Mais c'est pour vous montrer qu'il y a deux mondes, mais on est plus guidé par l'autre monde à cause de notre ignorance de ce qui se fait ici. Par contre, il est temps que l'État aussi puisse contribuer à la promotion des produits locaux. Et je pense que c'est là où vraiment le défi pour faire en sorte que la relance économique puisse être réussie dans nos sociétés africaines et dans nos sociétés sénégalaises. On peut pas occulter, ou en tout cas on peut pas laisser l'autre, mais il faut cette complémentarité pour convoquer ces deux mondes-là pour pouvoir avancer. Ça, c'est très important. On ne demande pas de faire fi de l'un et de privilégier l'autre, mais je pense que cette complémentarité, elle est nécessaire dans tous les cas. Moi, le message que je donnerai en tant que formateur et coach, peut-être qu'il ne sera pas du tout tendre, je le dis tout le temps, c'est qu'il faut, pour être bien demain, il faut être bon aujourd'hui. Il n'y a aucun employeur qui va accepter de recruter quelqu'un, lui donner un salaire et que cette personne ne lui donne rien en retour. Et pour être bon, il faut le plus du sacrifice. On est tous jeunes, qu'on sache que quand on se lève 8 heures pour aller, parce que l'université c'est aussi la menuiserie d'à côté. Hein. L'université c'est peut-être la centrale de déchets d'à côté. L'université c'est là où on peut apprendre. Je ne parle pas des grandes écoles avec les marques, mais je parle d'une université, c'est le temple du savoir. Qu'on sache que quand on se lève à 8 heures pour y aller, ce n'est pas pour faire plaisir aux professeurs ou aux formateurs. Qu'on sache que quand on part à l'atelier de menuiserie pour acquérir de la connaissance, ce n'est pas pour faire plaisir au patron, mais c'est pour avoir un bagage intellectuel et un bagage intellectuel et pratique qui puisse nous permettre demain d'avoir un prix assez cher pour pouvoir être compétitif sur le marché. Et le constat est très simple. On a 100 000 diplômés par année. Mais les entreprises absorbent 31%. Il faut être bon pour y être. Il faut être bon pour y être. Il faut se sacrifier tant qu'on est jeune. Et sinon, the lost time is never found again. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Quand on est jeune, on se sacrifie. Donc c'est le message que j'avais à l'endroit de la jeunesse du Sénégal. Et aussi vous remercier pour cette interview qui est aussi utile pour nous de faire passer des messages. Mais aussi vous remercier pour votre tribune et en tout cas votre canal de communication qui est très performant plutôt et qui est pertinent. On voit la qualité de vos productions et on espère Inch'Allah que ce message sera lu par tout le monde et que ça passera par vous Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est tout pour ce numéro de votre émission Coaching Gagnant, le rendez-vous des entrepreneurs. Coaching Gagnant, comme vous le savez très bien, c'est l'émission qui parle de coaching, de management, de développement personnel, mais aussi et surtout d'entrepreneuriat. Alors vous êtes jeune, vous êtes porteur de projet, vous pouvez nous joindre directement sur le numéro qui s'affiche à l'écran pour que l'émission Coaching Gagnant se déplace vers vous et participe à la visualisation de votre activité. Coaching Gagnant, le rendez-vous des entrepreneurs. À bientôt pour un nouveau numéro.